Alors, on va commencer du coup à parler un petit peu des TCG, donc un jeu de cartes à collectionner. Donc, quand on parle des jeux de cartes à collectionner en 2024, on pense tout de suite aux deux principaux, qui sont Pokémon et Magic. C'est ça. Je sais pas si tu as déjà eu un peu à faire. Et donc là, justement, j'ai mis quelques images des cartes Pokémon comme on les a connues quand on était petit, dans les cours de récréation. Donc, on avait des cartes très colorées avec les anciens designs. D'ailleurs, on voit que la première illustration de Pikachu, c'était la version très fat. C'est ça, Fat Pikachu. Voilà. Avant qu'ils se disent, on Légendaire. va le lift un petit peu pour le dessin animé pour qu'il soit moins gros. Et donc les cartes Pokémon du coup ont beaucoup changé par rapport à ce qu'on avait. Et maintenant du coup on a des cartes qui ont beaucoup plus changé au niveau du style. On peut passer à l'image d'après. Et notamment parce que les cartes ont évolué en même temps que les jeux de société. En même temps que... Ah pardon. Là, Ah non, c'est pas ouais, automatique. Magic. J'ai plus connu Magic du coup que les cartes Pokémon. Voilà, on viendra après sur les Pokémon, mais du coup Pokémon a beaucoup bougé. Et Magic de la même manière, moi Magic j'ai connu ça en bureau de tabac. On trouvait des petits paquets, donc c'était la 4ème édition. Et pareil, c'était le premier jeu vraiment de cartes qui reprenait un peu l'univers Heroic Fantasy, Ouais, c'est ça. qu'on connaissait un petit peu des jeux de rôle. Alors après moi j'étais un petit peu jeune pour avoir joué à Donjons et Dragons quand c'est vraiment sorti. C'était plutôt les grands frères et les gens qu'on connaissait qui disaient Waouh, moi je fais du Donjons et Dragons et tout, nous on était un peu fascinés. Et là, du coup, on se retrouvait avec des petites cartes qu'on pouvait avoir chez son buraliste et s'amuser. Donc, il y a vraiment des styles qui étaient vraiment old school avec tous les tropes qu'on a du RPG, des dragons, des créatures, des monstres. Je sais pas si t'as joué à Magic un petit peu Magic surtout, ouais. Pokémon pas du tout. Mais Magic, ouais, un peu tardivement, j'avoue, parce que moi j'ai été très rapidement happé par le jeu console et PC. Donc c'est vrai quand tout ce qui est jeux de plateau, ça a été que tardivement. Et Magic, ouais, c'était plutôt au lycée. Où j'ai eu mes premiers paquets de cartes Magic revendus par un ancien joueur et du coup ouais, j'ai des vieilles cartes qui valent plus rien et qui sont plus jouées mais ouais je crois voir c'était 2001, ouais, un truc comme ça, je Voilà, crois, il donc me là c'était semble. pour montrer un petit peu l'évolution du style, parce qu'en même temps que le jeu a évolué, Magic reste sur les mêmes bases. Hein. Donc il y a des nouvelles mécaniques qui ont apparu, mais il y a des cartes par exemple de 93 à 2017 qui font toujours la même chose, mais il y a eu non seulement des petits redesigns sur l'aspect graphique, on voit genre à partir de là, sur les stations de 2017 qu'ils ont repensé un peu le design global des cartes, l'encadrement, la façon d'afficher les forces et les endurances en bas. Et pareil, les illustrations ont vécu un peu avec leur époque. On avait vraiment des styles très livre papier qui sont partis un petit peu du coup sur l'Heroic Fantasy qui a évolué au fur et à mesure. Et maintenant, on arrive à des designs qui font beaucoup plus jeux vidéo, même au niveau du look. Ouais. Donc, quand on voit que l'illustration, ça pourrait être l'illustration d'un jeu vidéo, ça pourrait être une carte Magic. Ouais, après c'est les techniques de dessin aussi qui ont évolué parce que on va dire 93, le dessin numérique était pas spécialement très Ah oui, c'était vraiment même souvent c'était des répandu. peintures qui C'est étaient ça. scannées telles quelles. Exactement, donc format. on voit l'évolution parce que l'évolution des techniques de dessin et de dessin assisté par ordinateur ont évolué et du coup on se retrouve maintenant avec des illustrations qui sont beaucoup plus terminées, beaucoup plus fignolées, mais bon, voilà, un peu grâce à l'informatique. De la même manière, là, si je peux te montrer l'image d'avant sur Pokémon, on a eu le même mouvement. Pokémon, au début, c'était surtout le dessin animé en 2D. Et après, avec l'évolution du dessin animé qui est passé sur XY, les méga évolutions, on a commencé à avoir de la 3D partout. Et pareil, au niveau des effets visuels, on met du brillant, des effets ouais, Pokémon encore, ça a été assez. Alors, oui, certes, j'en ai pas eu moi personnellement, mais j'ai vu un peu les paquets. C'est vrai qu'en termes d'illustration, c'était assez inégal au niveau de Pokémon pendant un moment où on se retrouvait avec des Pokémon où c'était une photo fait à la pâte à modeler. On a eu aussi des dessins on avait l'impression que c'était fait par des enfants. Enfin, là, il y a eu. Je sais pas, il y a eu un passage carte Pokémon où c'était assez étrange. Il y a encore des variantes, mais qui les mettent justement sur des alternates. Donc en fait, c'est la carte de base à un style où c'est juste le Pokémon et un fond. Et on compte des variantes spéciales qui sont dessinées dans d'autres styles. Par exemple, des fois, on a même, ça arrive sur Magic aussi, au lieu d'avoir du langage anglais, ils mettent un langage imaginaire. Ça peut être un truc égyptien écrit en égyptien. Dans Magic, on a le Phyrexian qui est une langue imaginaire. On peut avoir le texte en Phyrexian. Quelque chose qui se fait un petit peu aussi pour faire des petits gimmicks comme ça. Et de la même manière, Magic a continué à évoluer. Donc, le set de base est resté.
Mais depuis quelques années, ils commencent à faire des collaborations. C'est-à-dire qu'il y a toujours le Magic tel quel, mais ils font ce qu'on appelle Magic univers étendu. Et là, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Ah, il y a vraiment eu n'importe quoi. Ils ont pris toutes les licences possibles et inimaginables. Si tu me permets de continuer. C'est vrai que là, depuis un certain temps, on voit arriver des grosses collaborations avec... alors, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, il y a Warhammer. Donc ça encore, on est à peu près dans le même... si on prend Warhammer classique, on est à peu près dans le même... pas dans le même style d'univers. Mais on a eu aussi, du coup, Doctor Who. Fallout récemment et voilà Wizard of the Coast va continuer à faire des collaborations comme ça avec plein d'autres licences. Alors, si je dis pas de bêtises, Fallout n'est pas encore sorti, c'est une des prochaines qui va sortir. Il m'y sort là dans pas longtemps. Dans vraiment pas longtemps. Genre c'est début, enfin c'est à la fin du mois, hein, donc on est vraiment proche. Donc on a du jeu vidéo, on a aussi du cinéma, du film comme Le Seigneur des Anneaux qui est à la fois livre et film, et on a aussi, je vais citer un autre film, Jurassic Park qu'ils ont fait en exact. carte. Il y a Transformers aussi. Des dinosaures, du Ian Malcolm, etc. Donc souvent c'est des sets qui sont faits pour rester un petit peu ensemble, mais ça reste des cartes Magic que tu pourrais jouer contre des cartes classiques. Après, mais après c'est souvent ces grosses collaborations, c'est souvent sur le mode de jeu Commander qui est du coup un format de jeu où en fait on achète directement le deck préfet qui est déjà jouable. On peut les modifier, il n'y a pas de règles contre-indiquant. C'est pratique, mais voilà, dès que vous achetez un paquet de cartes d'une collaboration, c'est un commandeur et c'est quelque chose qui permet d'être joué directement à l'achat. Et du coup, en cherchant un petit peu, en pensant à ma propre enfance, de comment je suis arrivé au jeu de cartes à collectionner, parce que j'ai joué à Magic pendant longtemps, et je me suis rendu compte qu'avant Magic, je collectionnais déjà des trucs. Et généralement, la petite technique pour arriver à vendre des trucs à collectionner aux enfants, c'est de les mettre avec de la bouffe. Et moi, j'ai pensé à 2-3 trucs. Notamment, on a eu les The Kinder, où on avait chaque fois un petit jouet à collectionner. Donc des fois, c'était des babioles en plastique. Mais il y a eu des séries, par exemple les petits hippopotames, les petits crocodiles et tout. Et l'idée, c'était, j'essaye de tous les avoir, je les échange avec d'autres gens. J'ai 2 fois la danseuse, toi, est-ce que tu as la tortue, etc. Et en France, on avait aussi ça avec une marque qui a disparu et qui est revenue il n'y a pas longtemps, qui fait du chocolat. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Est-ce que dans le chat, vous avez la ref ? Alors, je sais qu'il y a... il y a les brioches aussi qui font pas mal de choses comme ça. Alors, ça fait partie des chocolats où les gens ont un peu chacun la manière de les manger. Moi, par exemple, je mangeais le tour du chocolat d'abord. Après, je mangeais le centre autour du dessin et je finissais par le milieu. Est-ce que si je vous dis merveille du monde, ça vous parle ? Alors, j'ai une petite image. Alors non, j'ai pas... Ça d'après, donc merveille du monde, c'était des tablettes de chocolat avec 6 gros carrés. Ah d'accord. Et en fait, à chaque fois que tu ouvrais ton paquet de chocolat, tu avais une carte en carton avec des illustrations de la savane, etc. Et de l'autre côté, tu avais des petites informations culturelles. Tu apprenais des choses sur l'alimentation des girafes, leur taille, des choses comme ça. D'accord, ça me dit rien. Et du coup, tu pouvais les collectionner. Et du coup, la marque a été arrêtée années 90, peut-être, quelque chose comme ça. Et il y a des Français qui aimaient tellement le projet qu'ils ont racheté les droits et qui ont relancé. Donc on en retrouve de nouveau en supermarché. Ah, d'accord, rayon chocolat. J'irai voir parce que je connais pas du tout. C'est vrai que si ça a été arrêté au début 80, enfin, moi je suis fin 80, début, enfin voilà donc. C'était déjà peut-être plus à la mode. Ouais, j'étais déjà peut-être, voilà. C'était plus et donc, vieux. Hein. Aux US, ça a été le cas. Les premières cartes à collectionner de sport, c'était des cartes qui étaient avec les paquets de cigarettes. Donc il y avait une petite illustration. Ah, ok. Et c'est ça que au début, les gens c'était juste, tiens, j'ai une image d'un sportif. Et sans le savoir, ils ont lancé comme ça la collection de cartes. Parce que les gens disent, tiens, tel sportif, je le garde, etc. On avait les panini avec les autocollants. Voilà. Et de l'autre côté de la France, au Japon, il y avait un produit qui existe depuis très très longtemps, qui continue d'exister, qui sont des petites gaufrettes. Donc, qui ressemblent un petit peu à des quadros de ces mois. Donc 2 gaufrettes avec un petit nappage au milieu. Qui sont des petits formats. Et à chaque fois, il y avait une sorte de petits stickers carrés avec un personnage à collectionner. Ouais, c'est ce qu'on avait sur l'image. Vous voyez en bas à droite. Donc ça existe toujours. Et toutes les licences font leur petite gaufrette. Donc il y a aussi par exemple, des groupes de K-pop qui ont leur gaufrette avec des illustrations à collectionner. Donc, soit c'est des petites cartes, soit c'est des stickers que tu peux vraiment coller sur ce que tu veux. Comme tu mettrais des vignettes Panini un peu partout sur tes objets. C'est comme dit Surak, du coup, le mieux c'est de collectionner les magnets département dans les paquets de cordes en bleu. Ah là là.
Ouais, le dernier département qui te manque toujours pour finir ta carte. Le trou au milieu de la France sur le frigo, c'est vraiment horrible, quoi. Et du coup, il y a aussi un truc qu'on a eu en France, qui est aussi un des premiers trucs que j'ai vu au niveau des cartes, qui étaient les cartes Dragon Ball. Donc les cartes Dragon Ball, bon, moi j'étais au collège quand c'est sorti un petit peu. Donc il y a eu beaucoup de séries qui ont commencé au Japon et c'est arrivé beaucoup plus tard en France, donc on était au mieux. Et du coup, on commençait à avoir des cartes avec des personnages dessus. Et les premières, c'était juste une illustration qu'on gardait. Et rapidement, ils se sont dit, bah, il faut que les enfants ils interagissent plus. Donc ils ont inventé un système avec des règles qui étaient très basiques où commençait à y avoir des chiffres sur les cartes. Et c'était un peu, bah, je mets une carte, toi tu mets une carte, elle a un chiffre plus grand, on compare des statistiques. Ouais. Tu peux éventuellement gagner les cartes de l'adversaire comme les POG, où tu dis, bah, tiens, si j'ai plus que toi, je la gagne, ouais. Comme ça. Et donc, du coup, ces cartes sont arrivées. Et c'est un système japonais qui s'appelle Cardass, qui était inventé. Et en fait, en France, on a eu ces cartes-là, et après, ça a un peu disparu. Parce que justement, il y avait Magic, il y avait Pokémon, il y avait d'autres jeux. Et au Japon, ils ont continué à faire du Cardass, mais c'est une technologie qui a évolué avec le temps. Donc, ils ont fait des Cardass informatiques. Et au Japon, contrairement en Europe et aux États-Unis, les salles d'arcade continuent d'exister depuis le début jusqu'à maintenant. Et du coup, on a plein de petites bornes qui généralement sont à taille enfant. Donc, un enfant, il est debout comme ça au niveau de la borne. Les adultes, des fois, bah, soit tu t'accroupis, le squat asiatique, soit tu mets des petits tabourets. Et du coup, il y a plein de bornes comme ça, de tout et n'importe quoi. Là, on voit du Hello Kitty, du Super Sentai. Il y a du Sanrio, il y a un peu de tout. Il y a de tout. Et donc, le principe, c'est que c'est une borne d'arcade. Tu mets ta pièce, tu fais ta petite partie. Et à la fin de ta partie, hop, tu gagnes une carte. D'accord. Donc tu es content, tu as une carte. Mais le principe de ces cartes, c'est que la prochaine fois que tu viens jouer, que tu remets une pièce, ben, tu peux scanner tes cartes. Les cartes ont un petit code barre dessus. Là, on voit là sur un Kakashi qui a un petit code barre en haut. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait une partie, j'ai gagné ce Kakashi. Et la prochaine partie, au lieu de jouer avec un personnage aléatoire ou de faire des rencontres, et ben, si je veux me battre avec mon Kakashi qui est super fort, je mets ma carte. Et du coup, je suis plus fort. Et du coup, je gagne. Et du coup, je gagne des cartes encore plus fortes. Bah et oui. Je remets des pièces, et je remets des pièces, et je remets des pièces. Et ça, du coup, ils l'ont fait pour plein de licences. Ils sont intelligents, ces Japonais. Et Pokémon, ils sont même allés plus loin. Ils ont fait des systèmes. Donc là, je crois que c'est la 4e génération. Là, on a Batrio, qui sont les petites versions rondes, et Treta, qui sont les petites versions carrées. Où le même principe, c'est tu mets ta pièce, tu fais une partie, et à la fin, tu as un chip avec un RFID, comme pour les magasins centres commerciaux là, que tu scannes. Et donc, bah, tu fais ta partie. Alors, moi, j'ai essayé, du coup, quand j'étais au Japon, la version Treta, la version carrée. Bah, en fait, tu fais ton jeu, tu captures tes Pokémon, et tu dis, bah tiens, j'ai réussi à capturer celui-là, je l'ai raté. Bah, parmi les deux que j'ai capturés, avec mon petit 200 yens, je peux en choisir un. Et du coup, hop, et il me sort le jeton qui correspond après. D'accord. Et il me dit aussi, par exemple, t'en as capturé un deuxième, est-ce que tu veux remettre une deuxième pièce de 100 yens pour l'avoir? Ils sont pas fous. Donc, voilà, c'est vraiment un gouffre d'argent. Donc, les petites pièces de 100 yens, les pièces plus communes, les pièces en métal argenté, là, ça part comme des petits pains, et c'est des parties rapides. Et par contre, effectivement, le problème, c'est que c'est une borne basse. Donc, si t'as pas de chaise, tu t'accroupis ou tu te fais mal au dos. Ouais, je comprends. Moi, j'ai eu le malheur d'en avoir une qui était en bas de l'hôtel. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Si c'est moi qui vais dessus, c'est même plus un squat, là. Je suis allongé, là. Voilà. Et est-ce que tu as déjà rencontré d'autres systèmes de cartes comme ça? Parce que je me suis rendu compte qu'on en avait aussi beaucoup plus proche de chez nous. Je connaissais pas déjà ce genre de format en fait avec les bornes d'arcade, donc j'avoue que j'ai pas d'éléments de comparaison. On peut mettre l'image d'après. À Lyon, on en a des bornes comme ça qui sont faites par une boîte américaine qui s'appelle Road Thrills, qui font de base des jeux d'arcade, donc les grosses bornes dédiées où tu as des motos, des véhicules. Et du coup, ils font des jeux. Là, il y a Injustice Arcade, donc qui est basé sur la licence de Versus Fighting Injustice avec DC Comics, etc. Et là, pareil, c'est un jeu de combat, mais qui est beaucoup plus simple qu'un Street Fighter, parce que tu as juste 3 boutons. Il n'y a pas de manette directionnelle, des coups spéciaux et tout. C'est tu mâches en appuyant des boutons comme des bourrins, et tu fais des combats. Alors, le jeu est assez moche quand on voit les images. Mais le principe, c'est que tu te bats avec des personnages contre d'autres personnages. Et bah, à la fin, pareil, ils te sortent une petite carte. Donc, par contre, c'est vraiment des cartes un peu cheap. Hein. Par rapport aux jetons de poker de Pokémon, là, tu as un truc en plastique imprimé. Mais tu gardes ta carte et tu peux la rescanner pareil. Et de la même manière, il y a un jeu Minecraft Dungeon où là c'est encore plus une machine à argent parce que le principe c'est que tu fais une partie du jeu, tu te fais défoncer, la partie s'arrête, t'as joué 5 minutes, je sais pas, j'ai pas essayé, hein, mais apparemment tu te fais avoir. Et on te dit, bah c'est bien, t'as joué, tiens, je te file un item. Genre t'as une carte avec une bombe. Et la prochaine fois que tu fais une partie, du coup, tu peux, pendant ta partie, scanner ta carte et dire, hey, j'utilise une bombe. Donc en fait, c'est vraiment un système de DLC que tu achètes en micro-transaction, mais à chaque fois que tu fais la partie, tu gagnes une carte. D'accord.
Donc voilà. Et tu S'il y a dis qu'il des y en a- gens qui sont accros aux jeux mobiles, bah là c'est la même chose mais sur une borne d'arcade et à chaque fois tu rachètes des trucs. Et tu dis qu'il y en a à Lyon? Alors le Injustice, je sais qu'il y en a un dans la tête dans les nuages de Confluence. D'accord. Je sais pas si le système de cartes fonctionne. Parce que moi j'ai jamais voulu mettre d'argent là-dedans. Je crois que c'est, Ouais, non. je crois que c'est beaucoup plus cher pour nous. Je crois que c'est genre 3-4 euros la partie. Ouais, bah oui, je pense bien. Alors qu'au Japon, 100 yens, c'est moins d'1 euro. On est d'accord que les cartes, c'est pas à usage unique. Quand tu as par exemple la carte Non, Minecraft, tu la réutilises autant de Voilà, fois que tu tu veux. la gardes, tu la. Alors, je crois Ok. que ça doit être une fois par partie, parce que sinon tu spams le même truc. Ouais. Mais voilà, l'idée c'est que tu peux les accumuler au fur et à mesure que tu retournes jouer et Ok. améliorer ta partie. Voilà, donc c'est un système comme ça. Et donc bah là, du coup, on arrive déjà un petit peu à ce que je disais, le shop, on commence à avoir des cartes physiques. Bon là, les cartes ne se jouent pas en elles-mêmes, mais on revient à avoir des petits objets qu'on garde avec soi, Ouais. qu'on collectionne comme des cartes qui nous servent dans les jeux vidéo. D'accord. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi un autre parallèle. Il y a plusieurs jeux de cartes que j'ai un peu suivis de plus ou moins loin, qui sont liés à des jeux vidéo, qui sont Wakfu TCG, qui était un jeu de cartes fait par Ouais. Ankama, donc Ouais, c'est, l'éditeur de Dofus, Wakfu, les c'est ça. jeux vidéo. L'univers Et de du coup, j'en ai 2 qui sont là. En fait, dans chaque paquet, tu avais une petite carte avec, Ouais. au niveau de la carte, un code qui te permettait d'avoir un objet en jeu. Donc vous savez que dans Pokémon, ils font ça pour le TCG, où quand tu as tes cartes physiques, tu as un code pour avoir des cartes numériques. Mais là, c'était vraiment 2 projets différents. Donc il y avait le jeu de cartes d'un côté, le jeu vidéo de l'autre, et en fait, juste D'accord. dans ton paquet de cartes, tu as un objet que tu peux récupérer en jeu, et dans ton jeu, tu le reçois dans une boîte cadeau, et tu obtiens un anneau, une épée, un marteau, des choses comme ça. D'accord. Et donc sur Wakfu, c'était assez léger, parce que c'est des objets un peu cosmétiques, mais il y a eu ça à beaucoup plus grande échelle, notamment avec le jeu de cartes de World of Warcraft, Oh oui, qui est c'est le vrai. site juste après. Donc il y a eu, je crois, plusieurs sets qui ont suivi un peu les extensions au fur et à mesure. Et ils ont fait le même principe. Donc il y avait des cartes à gratter avec des codes à redeem. Et par contre, ils se sont dit, tiens, on va mettre des montures. Et Oui. on va mettre une carte C'est où vrai. t'en as une tous les genre 2000 boosters, un truc comme ça. Et donc le tigre spectral, c'est une monture. Une fois que tu l'avais, bah, tu pouvais te mettre dessus comme dans World of Warcraft et te pavaner avec. Et tu pouvais l'avoir que dans le jeu de cartes. Donc les gens qui jouaient que aux jeux vidéo, Ça. bah, on dit bah, si tu la veux, bah, soit tu achètes plein de boosters, soit tu l'achètes en cash sur eBay à quelqu'un qui la vend. Et du coup, je crois que c'est monté à plusieurs milliers de dollars pour une carte qui en soi est nulle. Parce que je crois qu'au niveau du jeu, elle n'est même pas intéressante. Mais tu peux être une des rares personnes au monde à posséder la monture sur ton compte WoW et te la péter grave, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, le jeu World of Warcraft, c'est du coup, c'est l'ancêtre de Hearthstone. Parce que du coup, la majeure partie des cartes, une grosse partie des cartes au tout début du jeu, étaient en fait tirées directement du TCG. Si vous cherchez le jeu de cartes maintenant, il n'existe plus. Il n'existe plus. Ça a Wakfu, été- c'est pareil, ils ont arrêté le jeu de cartes. Ça a aussi. été, comme j'ai dit, ça a été carrément remplacé par Hearthstone et maintenant c'est Hearthstone qui a pris le dessus par rapport au TCG World of Warcraft. Bah, du coup, tu veux nous présenter un petit peu Hearthstone pour les gens qui ne connaissent pas? Hearthstone, c'est du coup c'est le jeu de cartes, donc sur PC mobile de Blizzard. Donc ça prend tout l'univers de Warcraft et c'est comme un TCG mais numérique. Et du coup voilà, et on a des parties classées, il y a une possibilité de faire de faire des decks. Donc on a une série de cartes de base que le jeu nous donne en début. Mais après, on a la possibilité, du coup, plus on joue, alors soit on achète des boosters directement dans la boutique, soit plus on joue, plus on récupère de l'or qui permet de récupérer d'acheter des boosters et tout, et de refaire des parties. Et du coup, voilà, ça a été... toutes les règles de World of Warcraft TCG sont celles de Hearthstone, donc une carte à des points de vie, à des points d'attaque, et voilà, les combats se font comme ça. Et ce qui est marrant, du coup, c'est vu que Hearthstone, ça a bien marché, et bien il y a pas mal d'autres éditeurs qui se sont dit, nous aussi, on a un univers de jeux vidéo avec des personnages et des univers, et si on faisait exactement la même chose? Et c'est comme ça que, notamment Riot, ont lancé un jeu qui s'appelle Legend of Runeterra, C'est ça. qui est, alors je crois au niveau des mécaniques, quasiment la même chose. C'est
En tout cas, quand on regarde visuellement le C'est- rendu de l'interface, Ouais, c'est pas totalement la même chose, que c'est pas du mana, mais c'est une espèce de système d'énergie qui est un peu différent de Hearthstone, et y compris le positionnement sur le positionnement des créatures sur le plateau, ça reste assez différent. donc il y avait Legend of Runeterra et j'en avais noté un autre, je n'ai perdu le nom. Donc Et- Legend of Runeterra, c'est Riot et C'est ça, Riot Games. ah bah non, j'avais juste pensé à Magic Arena. Magic. Alors Magic, ils ont tenté plusieurs fois de lancer leur jeu de cartes numériques, parce que ils ont essayé, hein, que ça soit sur mobile, que ça soit sur PC, à chaque fois ça a été un fiasco total. Mais récemment, par rapport à Hearthstone, c'est récent, on a eu du coup MTGA, donc Magic the Gathering Arena, qui est du coup qui reprend totalement le que concept de Magic. Le vrai problème qui est la transition en passant du jeu de cartes tel quel au jeu de cartes en ligne, c'est que autant en vrai tu dis j'achète entre 4 et 6 euros un paquet de cartes avec 15 cartes. Oui, tu dépenses de l'argent, mais tu obtiens quelque chose. Tes cartes, des fois, elles C'est sont du physique, jolies, ouais. elles brillent, il y a une belle illustration. Mais là, tu dis, au début, Magic, quand ils ont fait leur version en ligne, ils ont fait la même chose qu'en physique, mais en numérique, et le prix, c'était le même. Donc en fait, tu payais le même prix, tu payais 5 euros, et tu avais juste 15 JPEG sur ton compte. C'est ça. Donc, la pilule était un peu dure à passer. Donc maintenant, depuis, ça a évolué, et notamment, il y a pas mal de ces jeux qui ont des systèmes soit de Daily Quest, soit de Battle Pass, où en C'est fait, ça. juste en jouant régulièrement ou longtemps, ou en faisant des tournois gratuits dans le jeu, tu gagnes des points ou des boosters, ou tu peux convertir tes cartes. Pareil, sur Hearthstone et sur tous, quasiment, tu as des systèmes pour remplacer le principe d'échange que tu peux faire de la main Oui. à la main en vrai, où tu peux dire ma carte que je veux pas, je peux la cramer et avec je refabrique une autre carte que je veux. C'est Donc exact. il y a des systèmes C'est ça. comme ça qui du coup remplacent un peu les trous qu'il y a dans la mécanique du jeu de cartes physique, enfin du moins les trucs qui sont pas pratiques, et ils convertissent ça en ligne. On viendra un peu après Ça. plus tard sur comment Altered approche tout ça, mais voilà, on a cette petite notion de comment est-ce qu'on peut convertir le jeu de cartes réel en jeu de société. Et en parlant de jeux de société, il y a de plus en plus de jeux de société qui existent en version numérique. Donc Oui, ça a commencé c'est ça. progressivement avec les technos, mais il y a aussi eu la période de Covid où les gens disaient moi j'adore les jeux de société, mais là on peut plus sortir de chez soi. Si on va voir des gens, on risque de se contaminer. Et du coup, comment je vais faire pour jouer en ligne? Donc il y avait déjà eu des petites expériences. On verra quelques images après, où des jeux en fait avaient leur plateforme, et du coup chacun avait sa plateforme. Donc c'était un peu compliqué. Et là récemment, la mode, c'est qu'on voit apparaître, notamment sur les plateformes comme Steam, des versions électroniques des jeux qui sortent, voire même des fois le jeu sort en même temps en boutique en version physique, et il y a la version digitale qui sort le même jour sur Steam. Par exemple, il y a eu Dorf Romantic, qui est un jeu de placement Ouais, de tuiles. c'est ça, ouais. Et Day One, peut-être même avant sur Steam, avant les boutiques, pour ceux qui ont été approvisionnés un petit peu en retard. Et vraiment, le jeu dit voilà, si vous voulez jouer en physique, achetez la boîte. Vous avez du beau matériel, des pions, des cartes. Et vous pouvez l'acheter. Alors, généralement, c'est un peu moins cher, le jeu électronique. Surtout que si tu veux jouer en ligne à distance, chacun doit l'acheter. Donc, c'est un petit handicap. Mais voilà, tu te retrouves avec des versions. Et du coup, maintenant, sur Steam, il y a des dizaines et des dizaines de jeux qui existent en version numérique avec Ouais, des c'est interfaces. ça. Alors, l'avantage, c'est que généralement, ça compte les points tout seul. Oui, Quand tu bah, lances des dés qu'il faut faire des trucs, c'est automatique. Donc il C'est ça. y a le petit côté confort, notamment sur tout ce qui est jeu de calcul. Donc il y a beaucoup de jeux, par exemple Très Futé, qui est un jeu où on lance des dés, on coche des cases, on compte des points. Là, à la fin de la partie, au lieu de passer 10 minutes à calculer ton score, le jeu Ouais, c'est dit déjà tout seul, fait, ouais. voilà, vous avez 100 points. Youpi, on est content. On va continuer un petit peu. Monopoly l'avait déjà fait bien avant le Covid. Il y a eu pas mal de jeux Monopoly qui étaient sortis en numérique, sur console, sur PC, Voilà. un peu partout. Et déjà, il y a quelques jeux, notamment les jeux de la société qui s'appelle Days of Wonder, qui ont fait leur plateforme de jeux en ligne. Il y avait chaque fois un jeu implémenté différemment. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est quand tu achetais le jeu physique, ils te donnaient à l'intérieur une petite carte avec un code, pareil et tout. Et ça te donnait un mois de jeux gratuits sur la plateforme à eux. Donc en fait, tu D'accord. dis, j'ai acheté un jeu, j'arrive pas à trouver des gens pour y jouer avec moi. Du coup, je vais en ligne, je crée des parties, les gens joignent, etc. Donc depuis, on a notamment Board Game Arena, qui est une grande plateforme où pareil, on peut créer des parties, rejoindre, à jouer plein de choses. Il y a Tabletop Simulator aussi, où on peut retrouver des jeux qui ont été licenciés sous licence, mais aussi on peut créer notre propre jeu depuis ce jeu en fait. Tu crées le jeu dans le jeu. Et vu que c'est Tabletop Simulator, en fait, Le principe, c'est qu'on simule que des mécaniques ça. de base, manipuler des cartes, mélanger, lancer des objets.
Et après, tu manipules les objets et c'est toi qui appliques les règles normalement. Et donc en même temps qu'on a vu des jeux qui sont arrivés en ligne, il y a commencé à avoir de plus en plus de jeux qui se sont appropriés des licences. Donc le Monopoly, effectivement, on en parlait existe depuis le début. Où en fait, les Monopoly, il y a eu des Monopoly Zelda, Monopoly Seigneur des Anneaux, Monopoly plein de choses, et des Pokémon. thématiques. Un truc qui n'est plus de licencié. Mais il y a aussi eu des jeux qui ont été créés en même temps qu'une licence. Par exemple, là, on a avec nous Cowboy Bebop, qui était un jeu du coup qui était créé par un auteur lyonnais. Et donc du coup, l'idée c'était de faire un jeu avec des cowboys. Il y avait des règles. Et puis en même temps, il y a des personnes qui avaient les droits de Cowboy Bebop qui s'est dit la licence elle est pas mal. Il y a des cowboys, on pourrait faire un jeu ensemble. Et du coup, le jeu a été fait, en tout cas finalisé du moins, en prenant l'optique de respecter l'animé. Donc il y a beaucoup de mécaniques qui ont changé pour s'adapter à l'animé. Et c'est le cas de pas mal de jeux. Il y en a aussi qui changent pas du tout les règles. Par exemple, Cardline, qui est un jeu classique avec des cartes. Et le principe, c'est qu'il faut trouver des inventions et les replacer dans l'ordre chronologique. Timeline, oui. Qu'est-ce qui a été créé avant quoi. C'est ça. Et il y a eu par exemple une collaboration avec Star Wars. Et ils ont fait un Cardline où c'est pareil, mais en fait, tu as des images de la trilogie. Alors je crois que c'est que la trilogie, la trilogie originale. Où en fait, tu as une image de qu'est-ce qui se passe. Donc, je sais pas si tu peux mettre le slide. C'est le 25. Donc voilà, il y a par exemple Vador entre dans le couloir et du coup, il faut dire, est-ce que ça, c'est avant que Leila donne la disquette du droïde R2D2 Ok. Donc quand tu connais un peu... Dans la globalité, c'est assez facile. Mais des événements qui, d'un point de vue de la timeline, se passent en même temps, ça peut être un peu compliqué de se dire attends, mais dans le film, est-ce que ça on le voit avant ça ou est-ce qu'on le voit après ça? Donc là, les règles n'ont pas trop changé. Sauf que au lieu d'avoir des dates, c'est le time code et le numéro de l'épisode de la série. Et on voit un dernier exemple où là, par contre, c'est juste de la thématisation. Donc Double, qui est un petit jeu de cartes où le but c'est de retrouver le symbole qui est en commun sur deux cartes. Le jeu de base, c'est des symboles un peu abstraits. Il y a un parapluie, une encre de bateau. Et il y a plein de versions. Donc là, j'ai pris l'exemple Harry Potter, mais je sais qu'il y a un double Disney aussi. Enfin, il y a plein de jeux comme ça. En fait, on dit, fait quoi? On en a déjà vendu plein. On va en revendre d'autres. Et en plus, on va les vendre aux gens qui sont fans de la licence, tant qu'à faire. On va faire du chiffre d'affaires. Donc je sais pas si toi, tu as aussi quelques jeux que tu as achetés juste parce que c'était la licence qui te plaisait bien. Avec Cowboy Bebop, déjà, rien que ça. Rien que celui-là, déjà. Voilà, ensuite il y a eu aussi Chocobo Crystal Hunt. Alors c'est un jeu où... c'est un jeu original quand même. C'est un jeu, c'est des cartes. Ça c'est des jeux original, ouais. Cowboy Bebop aussi, c'est un jeu original qui reprend l'animé, mais oui, c'est vrai que j'ai acheté surtout parce que c'était Chocobo, c'était du coup le fameux oiseau de la licence Final Fantasy. Mais c'est vrai que j'ai aussi il y a la série des Munchkin, qui est une série de jeux de cartes, jeux de rôle plateau, et ils ont sorti des versions Cthulhu, et j'ai aussi craqué sur la version Batman. Donc il y a un peu de tout. Il m'est arrivé juste de prendre ça parce que c'était Final Fantasy, ou alors parce que c'était Batman, ou comme ça. Et donc justement, au niveau des jeux de société, c'est un milieu qui est assez concurrentiel, on va dire. Et le côté économique est toujours important. C'est-à-dire que, est-ce que je vais acheter un petit jeu, une petite boîte à 10 €, un jeu moyen à 30-40 ? Et le problème, c'est que quand on arrive à une certaine taille, c'est pas un truc que tu achètes comme ça en passant en magasin, quoi. Généralement, c'est plus soit des fans qui l'attendent vraiment, soit des campagnes participatives. Donc généralement, les grosses boîtes, je sais pas si on voit celle-là, donc Assassin's Creed, il y a beaucoup de jeux qui se sont dit on va faire dans notre société, mais on va faire une boîte énorme. On va mettre 40 figurines en plastique, etc. Et donc ça fait des jeux qui sont généralement à plus de 100 €, voire beaucoup plus si on prend toutes les extensions. Plus, et du coup, il y en a pas mal qui pullulent. Il y en a un récemment qui sort sur Horizon Zero Dawn et toutes les licences. Donc je crois qu'il y a une boîte de base plus 5 ou 6 extensions. Donc si tu achètes tout le kit, ça doit être un prix démentiel. Ouais, il y a eu les jeux de plateau Bloodborne, Dark Souls aussi. Sur les exemples, il y a un jeu XCOM que j'ai jamais vu en vrai, mais il a l'air d'avoir pas mal de choses. Et pareil, de la même manière, au lieu de faire juste un petit peu en carton comme un jeu classique, là, vu que c'est des jeux financés pour les fans, on va leur mettre des figurines en plastique. Donc ça augmente le prix de la boîte, mais ça fait le truc un petit peu plus classe. XCOM qui est un RPG tactique. Voilà. Sur PC. Et là, pareil, j'ai mis un exemple de Battlestar Galactica, qui est le jeu de la série télé, donc la version qui a été remasterisée dans les années 2000, etc.
pas le classique de Battlestar. d'accord. Donc en même temps que la série était un petit peu dans le buzz, ils ont fait un jeu qui est assez intéressant avec des identités secrètes, avec des pions partout. Mais pareil, c'est aussi des grosses boîtes. Donc de la même manière, les petits vaisseaux, au lieu de faire juste un petit pion tout rond, c'est des petits vaisseaux en plastique en 3D. Donc voilà, quand on aime la série, c'est classe. Si on veut juste un jeu avec des règles, généralement on va moins aller vers un jeu à licence et plus un jeu un peu plus abstrait ou du moins une thématique qui est créée pour ça. Après, c'est des jeux qui sont très très longs aussi. Pas oublier. Oui, bon, 3 heures de règles, 5 heures de partie, c'est voilà. C'est ça. Quand on l'idée, aime, ouais. on compte pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le côté extrême, on va dire, où vraiment on fait des licences et on met plein de figurines. Donc là, si vous regardez les projets Kickstarter, il y en a 300 par mois Ah oui, il y en a avec beaucoup à tous chaque les fois. jeux possibles, imaginables. Dès qu'il y a des personnages, on va faire des figurines, des monstres, etc. Puis même la moindre licence d'animé ou de jeux vidéo ou autre, on n'est à peu près sûr qu'il va y avoir un jeu de plateau qui va exister. Voilà. Après, le grand doute, c'est est-ce que le jeu en lui-même est bien ou est-ce que c'est juste qu'il y a la licence? Ouais, Ça, c'est tiré des licences généralement. c'est un peu Ouais, dosé, c'est vrai que... Après, bon, pour tout ce qui est jeu vraiment de licence qui marche, mais qui du coup ont des mécaniques qui peuvent se retrouver en jeu de plateau, généralement, ces jeux de plateau-là sont faits par d'autres boîtes, d'autres entreprises que le studio en lui-même. Et même parfois même, on se retrouve avec des fans de la licence qui vont proposer un jeu de plateau et le studio va faire OK, allez-y, lancez un Kickstarter. Comme il me semble le jeu de plateau Assassin's Creed Brotherhood of Venice, où c'est licencié Ubisoft, mais ouais, ça a été créé par des fans de la série et Ubisoft a tout simplement accepté. Après, il y a souvent le cas où tu fais un jeu sur un univers sans vraiment citer ce que c'est. Par exemple, tu dis on va faire un jeu qui se passe dans l'espace avec des gens qui ont une arme laser et qui peuvent pousser les gens et faire des éclairs. Ça Tu remplace dis pas pas. que c'est Star Wars, mais c'est quasiment ça. Et après, si tu arrives à avoir la licence, tu peux marquer Star Wars. Sinon, tu dis juste que c'est des chevaliers de l'espace ou tu trouves des termes pour un peu détourner. Non, on va pas parler de Palworld, donc c'est pas des Pokémon, mais c'est un peu l'idée. Oui. Il y a un truc que moi j'ai regardé aussi un peu, c'est les jeux de société, c'est bien, il y a toujours des mécaniques où on a des dés, des cartes, des pions, des choses comme ça. Mais il y a pas mal de jeux qui, toute mon époque, m'ont marqué parce qu'il y avait des mécaniques originales qui sortent vraiment de ce qu'on a. Donc j'ai mis quelques exemples pour le premier. Donc là, il y a 2 jeux différents. Il y en a un en haut, il y en a un en bas. Alors, Est-ce que tu connais ça? Est-ce que dans ouais, le chat, ouais. ça vous dit quelque chose? Alors, en haut, on a les Mystères de Pékin. Oui, qui est un jeu très raciste, mais marrant. C'est ça. Et en bas, il me semble, c'est un jeu où tu avais un pont. Alors non, il n'y a pas de pont. Non, c'est il y a pas des celui-là. statues qui ont des oreilles qui ne sont pas cassées. C'est pas une histoire de statue aimantée qui est repoussée ou pas Ouais, je C'est les lié connais à une les deux. licence franco-belge. C'est Tintin. C'est Tintin. Tintin. C'est Tintin Ah, et c'est le le jeu de piège Tintin. du totem d'or. Putain, mais j'y ai joué, mais il y a des années. Je ouais. m'en souvenais plus de celui-là. J'aurais pu l'amener, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Mais Donc, il voilà, faut que j'y rejoue. Parce que, attends, mais il me semble que je l'avais celui-là. Voilà. Donc effectivement, le Mais- principe c'est que donc c'est un bête jeu avec un plateau. On fait le tour en lançant des dés. Mais le principe c'est que sur chaque case, il y a un petit totem en plastique avec un aimant dessous. Et le principe c'est qu'on prend la statuette, on la met dans un petit socle qui a un aimant. Et soit l'aimant il est repoussé parce que c'est pas le bon totem, soit il est attiré par l'aimant et c'est le bon totem. Et du coup, en secret sous la table, tu peux avoir l'information de est-ce que tu as trouvé le bon pion ou pas. Ouah, Et ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a fasciné. Alors après, dès que tu as des aimants, waouh, c'est magique, tu vois, c'est la science. Oui. Et Mystère à Pékin avait un petit peu ce même système. Donc il y avait des cartes, donc le carte de l'espion. Il fallait prendre la carte spy, donc ça marchait pas si tu traduisais. Et du coup, le fait de mettre le petit masque noir fait qu'on voyait les lettres qui disaient le coupable est dans le Oui. dragon rouge. C'est Voilà. ça. Donc là, la carte est en allemand, donc c'est plus compliqué à lire. Mais par exemple, on voit Draken si on masque un petit peu. Mais je n'ai pas trouvé d'illustration en français. C'est pareil, on avait aussi le sage qui te met un message qui n'est pas lisible parce qu'il est écrit à l'envers. Du coup, il faut prendre le petit miroir qui est dans la boîte Surtout que ça, c'est la pour version. voir le texte à l'endroit. C'est en allemand aussi. Les Ça- 3 sont en allemand. Ça, c'est la première version d'ailleurs, parce qu'ils en ont. Ouais, ils ça a en ont été ressorti. redesigné, Ouais, ça a été refait. un peu plus joli, un peu moins raciste. Un petit Mais peu moins. voilà, il y a toujours est-ce qu'il a une moustache, est-ce qu'il a des lunettes, des choses comme ça. Et voilà, et la dernière c'était du coup une petite carte avec un moirage rouge qui fait qu'on ne voit pas. Bon,
avec de la bonne lumière, on voyait quand On même. peut deviner. Mais le Ouais. principe, c'est qu'on met un petit filtre rouge dessus et on peut lire le texte. Et du coup, on avait vraiment un gimmick qui servait au jeu. Et des jeux à gimmick, il y en a eu plein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué avant qu'on voit mes préférés, on va dire? Alors, on les voit tout de suite. Alors, ça, c'était les jeux Ça, c'est- où, quand j'étais petit et que je croyais encore au Père Noël, parce que le Père Noël amène des cadeaux, et il y avait toujours les pubs qui passent à la télé à la fin de l'année, et il y avait 2 jeux qui étaient clairement genrés, parce qu'à l'époque, on s'en fichait un petit peu. Il y avait Atmosphere, et il y avait Téléphone secret. Donc, je vous laisse imaginer quel Téléphone public secret. était visé par lequel. Voilà. Moi, j'avais le pont maléfique, où en fait, le but du jeu, c'était de réussir à atteindre le tombeau. Et en fait, tu avais deux structures avec un pont et qui bougeaient. Et en fait, fallait faire en sorte que ton pion reste sur le pont. Et il y a et parfois, Faut du jouer coup, avec l'équilibre. c'est ça. Et voilà. en fait, des fois, ton pion tombait, mais des fois, ton pion, en fait, le pion était fait de manière à ce que, enfin, et le pont était fait de manière à ce que parfois ton pion tombait, mais restait accroché en fait. Il y avait une espèce de petit crochet qui faisait que il restait accroché au pont. Du coup, tu perdais pas ton personnage et que tu pouvais te relever. Comme les singes de Toy Story qui s'accrochent par la main. C'est un peu l'idée. Et du coup, le but, voilà, c'était vraiment d'avancer et de pas faire, swinguer. Moi, je me rappelle le un pont. jeu aussi, je crois, qui a été réédité, qui est vraiment un jeu plutôt pour enfants, où il y a une île volcanique avec une sorte de gros boulet qui sort et qui roule et qui renverse les pions. Oui. Je sais pas. Il y avait un truc comme ça où si tu avais des billes qui prenaient un chemin particulier et tu pouvais mettre ton pion sur un passage où tu étais safe justement pour pas te faire écraser par le boulet ou par la bille, enfin tout dans ce genre-là, ouais, tout à fait. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai vu récemment en plus dans les magasins. Et chose marrante, c'est un truc qui a été repris à l'identique dans Mario Party. Mario Party, quand on se déplace de case en case, il y a des cases où quelqu'un appuie dessus et il y a un boulet qui arrive et qui renverse tout le monde et qui te ramène 10 cases en arrière. Donc voilà, on prend le concept d'une société et on fait exactement la même C'est chose. ça. On a eu aussi des jeux comme Attrape-souris. Le but était juste d'empiler des morceaux de plastique pour après J'allais en parler. les déclencher et faire attraper des choses. Donc il y a eu toute une série comme ça de jeux. Donc au début c'était surtout des trucs mécaniques, des trucs genre sur l'équilibre, Ouais, c'est ça. de tomber, etc. SOS With City, un jeu avec un tube où on enlève des petits bâtons et il fallait pas faire Ouais. tomber les singes, des choses comme ça. Il y a le crocodile où tu enlèves les dents. Voilà. Et du coup, les années 90, c'était un peu le début de la tech. Donc, on a eu effectivement les trucs Pic Pirate, le dentiste ouais. crocodile, où là, c'était quand même des machins mécaniques, mais quand même, quand tu regardes comment c'est fait dedans, c'est vachement bien pensé. Ouais. Parce que Ça. c'est un aléatoire automatisé juste quand tu le remets. Et du coup, il y a eu des jeux dans les années 90 comme Téléphone secret, où tu avais un joli téléphone en plastique avec des boutons dessus et un petit haut-parleur vraiment à 2 € qui te jouait des sons, qui te disait ah, je pense que c'est Bob qui est allé faire ça là-bas. Et du coup, tu prenais des indices. Et on commençait du coup à avoir des jeux de société qui commençaient à devenir un petit peu électroniques. Et de la même manière, Atmosphere, c'est un jeu. Alors, j'ai jamais joué, mais je l'ai vu à la télé plein de fois, j'ai toujours voulu l'avoir. Le principe, c'est que tu avais un jeu de plateau avec des pions et des cartes. Et en même temps que tu faisais ta partie, tu lançais une VHS. Voilà. Donc la VHS, je sais pas s'il y a des gens qui ont manipulé des VHS, mais c'est comme une cassette audio, c'est-à-dire que tu la mets au début, tu rembobines, tu fais play, et après c'est tout. T'attends. Enfin, le truc avance. Et donc, c'est un film où il y avait un méchant qui parlait avec des monstres, avec des make-up de gnomes, de trolls, etc., qui faisait une ambiance qui faisait peur, etc. Ouh là là. Il fallait jouer l'un contre l'autre. Voilà. Donc, c'est des jeux qui ont vécu leur époque, parce que je crois que maintenant, si tu veux faire une partie d'Atmosphère, il faut que tu trouves un lecteur VHS, c'est un peu compliqué. C'est la version DVD que tu as mis. Mais il y a eu une version DVD qui a été rééditée un peu plus tard. Donc du coup, notamment avec plusieurs scénarios qui permettent de déjà pas toujours faire la même partie. Je sais pas si sur la cassette il y en avait plusieurs. Et il fallait genre faire avance rapide pour aller jusqu'au scénario 2. Mais du moins que le DVD, tu as les chapitres. Donc tu peux dire, allez, on fait la partie 7 aujourd'hui. Et il y a d'autres jeux qu'on continue un petit peu sur la lancée d'Atmosphère. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Space Alert, qui est un jeu de programmation où en fait on joue en coop, des gens dans l'espace. Et le but, ça va être de faire des actions. Et le principe du jeu, c'est que un scénario du jeu, c'est une piste audio. C'est-à-dire que tu joues avec un lecteur CD ou une petite chaîne IFI. Et tu dis, bon, on va faire la campagne 4. Tu lances la piste 4. Et tu as une musique. Donc la musique te fait à la fois l'ambiance du jeu, tu as un petit côté espace avec des petits bruits, et te donne le tempo. Parce qu'on te dit, dans 3 minutes, il y a un vaisseau qui va arriver et qui va nous attaquer sur la ligne A, par exemple.
C'est un jeu de programmation où il faut donner programmer, c'est ça. Voilà. Donner les interactions que tu vas faire au fur et à mesure. Avec des cartes, tu vas dire, bah, moi, je vais mettre des munitions dans l'alimentation du canon A, mais pour tirer avec le canon A, il faut être autre part. Donc, du coup, c'est un autre joueur qui va faire l'action, mettre le canon, etc. Donc, on fait toutes nos actions en mettant une timeline de ce qu'on a fait pendant qu'on joue avec la bande-son. Une fois qu'on a fini la bande-son, on s'arrête. Et là, on refait la partie une deuxième fois. Mais cette fois, on déplace vraiment les méchants et on voit les actions. Et on regarde si est-ce que les actions qu'on a programmées dans le stress, en faisant les actions avant qu'il fallait, ça a été les bonnes. Et on voit si on a gagné ou pas la partie. Mais du coup, ça, il y avait un lecteur de CD, enfin, il y avait un CD qui était livré avec. Il y a un CD dans la boîte avec X missions. Sur Internet, il y avait des générateurs qui permettaient de... Voilà, ça c'est ce qui est arrivé après. Donc c'est pas arrivé tout de suite. Ils l'ont fait un petit peu après. Ils ont fait... Alors je sais pas si c'était directement une appli mobile ou si c'était un site web. Mais le principe, c'est que tu pouvais générer des pistes audio autant que tu voulais. Et du coup, tu avais un fichier MP3. Tu dis, on va faire une partie courte. Hop, je veux un MP3 qui fait 2 minutes. Ça, tu peux faire une partie super longue. J'ai un MP3 de 2 heures. La longueur, la difficulté, etc. C'était un peu paramétrable. Mais du coup, c'était pas mal pour faire de l'aléatoire, en fait. Ouais. Et du coup, il a commencé à avoir pas mal de jeux où ils se sont dit, voilà, maintenant qu'on a un ordinateur dans la poche, pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas? Donc l'exemple le plus connu, c'est un jeu d'escape game qui s'appelle Unlock. Exact. T'as déjà joué un petit peu à Unlock? J'en ai fait déjà. C'est trop bien. Voilà. Donc on a toute une partie du matériel où c'est un paquet de cartes avec des indices, des énigmes, etc. Et en même temps qu'on manipule les cartes et qu'on réfléchit en lisant les textes, qu'on fait, on cherche toujours des petits détails dans l'illustration de la carte, genre un petit chiffre qui est caché dans un coin. Les arbustes derrière, ils font une forme, ça fait un code, des choses comme ça. Et en même temps, on interagit avec une application qui a pareil le scénario qui correspond. On peut trouver par exemple un coffre-fort avec un digicode. Le code ACATIS que j'ai trouvé, je vais le taper physiquement sur l'appli mobile pour l'ouvrir. Donc c'est un peu les mêmes mécaniques qu'on a dans un escape game normal en physique avec tout un décor, mais à l'échelle d'un jeu de société. Et là où c'est assez intéressant, c'est que du coup, vu qu'on a un smartphone, on peut aller plus loin que juste faire une interface où on tape. On peut par exemple faire des choses qui vont faire, si mon gyroscope il est la tête en bas, ça fait un truc différent. Si je parle et que je fais du son, ça va faire un truc différent. Donc du coup, il y a plein de petits gimmicks qui sont faisables que parce qu'on a un smartphone qui arrive dans le jeu. Donc ça, ce même jeu, 10 ans avant, ça aurait été un peu compliqué de le faire. J'avoue. À moins d'avoir son écran de PC à côté avec tel quel et le micro qui est comme ça. Voilà. Donc le fait d'avoir un smartphone permet pas mal de choses. Donc la question, c'est dans quelques années, quand nos smartphones vont continuer à évoluer, est-ce qu'on va avoir des jeux de société avec de la VR, des choses comme ça? On verra possiblement, la question. L'autre exemple que j'ai mis à droite, c'est aussi un autre jeu lyonnais où, pareil, on a toujours besoin de manipuler des cartes, les trouver entre nous, c'est un coop. Et le principe, c'est qu'on va faire un jeu de cuisine où les ordres nous sont donnés par une tablette. Donc à la tablette, on peut interagir pour entrer les choses. Et là, de la même manière, on va utiliser les spécificités, c'est qu'on va mettre son casque sur l'application. Et du coup, il y a une seule personne qui va entendre le son et les autres vont pas l'avoir, ils vont devoir communiquer. On avait déjà ça un petit peu avant avec des jeux classiques où on avait une personne derrière un paravent. Bon, il y a Mysterium où il y a un joueur qui joue un rôle de Dungeon Master qui a des infos secrètes. Mais là, du coup, cette partie info secrète avec du carton, on commence à le remplacer un peu par des applis. C'est ça, par du son. J'ai mis quelques autres exemples dans la foulée, des jeux qui sont assez intéressants mais qui sont passés un peu inaperçus. Le premier que je voulais montrer, c'est un jeu qui s'appelle World of Yo, qui est un jeu de pirates, qui du coup se joue sur un grand plateau. D'accord. Et le plateau est grand pour une bonne raison, c'est qu'en fait, on va littéralement prendre son smartphone et le mettre sur une case. Posé, ouais. Donc les cases font la taille d'un smartphone de 2008. Ok. Donc, ils sont un peu plus petits. Les smartphones qu'on a maintenant, ils dépasseraient un petit peu. Mais le principe, c'est que chacun, du coup, a son petit bateau pirate. Et en fait, le bateau pirate, tu l'as sur ton écran et tu le poses physiquement là où il est. Donc, si tu es à côté d'une île, sur ton écran, tu vois que tu peux faire les actions ravitailler, vendre des choses. Si tu es à côté d'un autre bateau, tu peux le tirer dessus. Et donc, il y avait déjà ça. Donc, en fait, ils ont quand même prévu que tu peux jouer genre chacun avec un smartphone ou alors tu peux tourner. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait le joueur en cours qui a le téléphone, il fait ses actions, il fait suivant et le téléphone passe à l'autre joueur qui est mis sur sa case, etc. Donc, je crois que je l'ai vu une fois en vrai, mais ça n'a pas très bien marché. Parce que les gens qui aimaient le jeu de société, ils disaient non, smartphone, c'est pas bien, c'est pour les jeux mobiles. Et les gens qui jouent sur téléphone, qui avaient des bons smartphones à l'époque, ils disaient non, moi je joue à Candy Crush ou un truc équivalent. Et le jeu de plateau ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'était un petit peu un ovni. Et ça a un peu floppé. Mais il y a eu d'autres projets qui ont continué. Il y en a un peu plus récent, qui est un petit peu aussi un jeu d'enquête dans le set d'après.
qui s'appelle Chronicles of Crime. Et donc là, le principe, c'est toutes les cartes. Donc là, on verra un peu, c'est le même un point commun avec Altered, c'est que les cartes ont un QR code dessus. Ah oui, ok. Donc en fait, on a généralement un petit descriptif ou juste une illustration. On a, tiens, on nous dit, vous arrivez dans une ruelle, il y a un policier, un SDF et un vieux qui lit un journal, qui sont là. Et du coup, toi, tu choisis avec qui tu veux parler. Et donc là, au lieu de faire un peu comme Sherlock, on te dit, c'est le personnage 125, tu vas dans le livre lire le personnage 125, et là, tu prends ton téléphone, tu scannes le personnage, et tu vois ce qu'il te dit. Et donc, il va un peu plus loin. Donc, il y a des cartes, c'est juste on te montre ce qui se passe, on te donne une info. Et il y a aussi, par exemple, des cartes où tu visites un lieu, et là, tu te retrouves avec ton téléphone, et tu utilises le gyroscope. Donc, en fait, tu es dans une pièce en 3D, et tu te balades comme ça, et tu dis, ah, il y a un truc par terre, tu regardes en bas, et comme ça, la personne qui utilise le téléphone, il voit et il dit, ah, là, tiens, il y a un truc sur le tableau, je vois ça, il y a ça, etc. D'accord. Ils ont aussi fait une variante où tu peux acheter des lunettes qui sont vendues à part du jeu, faut l'acheter en plus. Du coup, tu te mets en mode VR dedans, et en fait, tu as 2 petits yeux et un paravent au milieu, un peu comme quand tu jouais à GoldenEye en écran splitté. Oui. Et du coup, tu as un œil qui voit à la gauche, un œil qui voit à la droite, comme les Google Cardboard, qui étaient les premiers masques de VR. Et du coup, tu vois en VR, avec la profondeur, le petit décor comme ça. Pour avoir testé, ça marche bien, c'est assez bluffant quand même. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est assez sympa et qui utilise ça. Mais là, par contre, c'est un jeu qui est impossible à jouer sans le téléphone. Comme Unlock. Et par contre, il y a d'autres jeux aussi où ils se sont dit, nous, on va faire une expérience classique si on veut jouer full papier. Ouais. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Alchemist, qui est fait par Chet's Game Edition, qui sont des Tchèques. Et donc, le principe, c'est qu'il y a un aspect aléatoire. Au début de la partie, on va mélanger des ingrédients pour dire quelle combinaison d'ingrédients fait une potion. Et après, le but des joueurs, ça va être de retrouver comment est-ce qu'on fait les potions. Et donc là, il y a un mode de jeu classique, où en fait, il y a une personne qui joue le Dungeon Master, qui a les infos cachées et qui va les donner aux autres. Ou alors, on peut se dire, je veux jouer avec l'appli. Et dans ce cas-là, le rôle du DM est remplacé par une appli automatisée. Et je prends mon téléphone, je dis, je suis en train de combiner l'ingrédient bleu et l'ingrédient rouge. Le téléphone les reconnaît et il me dit, quand je les mets ensemble, ça fait la potion verte. Donc voilà. On arrive là, on est un peu à mi-chemin, parce que c'est une mécanique qu'on pourrait faire à la main, mais il faut un humain. Et on peut la remplacer par un smartphone. Est-ce que j'en ai un autre ? Non, c'était tout ce que j'avais sur les exemples de jeux de société. Je sais pas si tu en as connu d'autres qui avaient des mécaniques un petit peu particulières. J'en ai un sur lequel j'avais joué il y a pas longtemps, mais je me souviens plus du nom. Ça devait être pas un Blackwater ou quelque chose. En fait, c'était un jeu de pirate où le but du jeu c'est d'aller à un endroit, sauf que toutes les rencontres qu'on a se trouvent sur une appli. Donc en fait, on va avoir la carte, on va avoir un numéro et il va y avoir une narration et on va avoir l'appli qui va donner la narration et qui va dire il se passe ça, qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, avec les ressources qu'on a en vrai, du coup, on fait les différentes actions requises. C'est souvent des jeux qui sont à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, en fait. C'est que... Il y a beaucoup de jeux à scénario, où il se passe des événements qui se déclenchent au fur et à mesure. Et il y a pas mal de jeux aussi qui commencent à mettre des composants mécaniques dans le jeu. Alors, je regarde si j'ai l'exemple tout de suite. Il y a un auteur lyonnais. Alors, est-ce que j'ai mis l'exemple ? Bon, je te laisse chercher l'exemple. Il y a 2 jeux qui s'appellent Archéologique et Turing Machine, qui sont faits par un auteur français, qui est à la fois auteur de jeux et qui est aussi informaticien. Et en fait, ce qu'il a mis en place, c'est qu'il a fait des jeux avec des composants en carton que tu manipules pour avoir des informations cachées. Donc par exemple, Turing Machine, le principe, c'est qu'il y a des cartes à trous que tu vas superposer les unes par rapport aux autres. Voilà, on a les exemples. Donc c'est des jeux de Johan Levet. Donc Turing Machine est à droite. Là, par exemple, je veux essayer de trouver est-ce que le code c'est 421 et je vais poser une question à la machine qui va me dire, par exemple, est-ce que j'ai le bon nombre de chiffres impairs ? Donc là, par exemple, en chiffre impair, j'en ai qu'un. Je vais superposer ma carte 4-2-1, je la mets sur la carte solution, qui est une petite grille avec des oui et des non. Et là, il me dit oui. Ça veut dire que par rapport au 421 que j'ai proposé, j'ai le bon nombre de chiffres impairs. Donc c'est pas 421, c'est vrai, mais j'ai une info qui me dit, si je vais essayer un code où il y a 2 chiffres impairs, je sais qu'il sera faux. Et au fur et à mesure comme ça, on va poser des questions. Et au lieu d'avoir un ordinateur ou une appli mobile, on a un composant mécanique qui apporte cette information secrète qui permet de l'avoir.
Et D'accord. son deuxième jeu archéologique, c'est un peu un système différent. On a 2 pièces de carton, les unes sur les autres, avec un petit pitonnier au milieu qui peuvent tourner. Et en fait, en positionnant sur une certaine position, on va placer les trous à différents. Donc là, on voit, il y a 3 petites cases qui sont blanches. Est-ce qu'on Ouais. peut jouer à l'Aquitaine, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, ça nous permet d'avoir un truc aléatoire. Donc, en manipulant la machine, qui est un petit thème archéologique, j'ai 3 trous et en les superposant sur le disque, je vois une information par rapport à ce que j'ai demandé. D'accord. Donc, on pourrait avoir une version entièrement électronique. Donc, un jeu vidéo, vraiment, on dit, est-ce que je fais ça, et l'ordinateur me répond oui ou non. Et là, il a réussi à faire un concept mécanique qui nous permet d'avoir cette info. D'accord. Ça, c'est intéressant et c'est un gimmick qui marche plutôt pas mal pour le jeu. Hein. Après, c'est vrai que moi, je connais souvent des jeux, justement des jeux vidéo qui sont faits comme si c'était des jeux de plateau, mais ce n'en est pas, qui sont sortis en jeu de plateau par la suite. Je pense notamment à Armello, du studio indépendant League of Geeks, où en fait, ils ont sorti du coup donc, Armello, qui est un jeu de plateau, en fait, sous forme informatique, ou sous forme de jeu vidéo, où tu vas. Le but, ça va être d'enlever la corruption du royaume et soit sauver le roi, soit le tuer parce que il est trop corrompu. Et tout est joué au dés et aux cartes, mais c'est un jeu vidéo. Et par la suite, une fois que le jeu est sorti, ils ont après développé la partie, le jeu de plateau Armello. Mais il y a pas mal de studios, je pense, indépendants qui s'essayent avant en version jeu vidéo pour après potentiellement sortir un jeu de plateau par la suite. Je crois que Roots, c'est un petit peu dans le même cas. Je sais qu'il y a un jeu vidéo Roots et qu'il y a un jeu de plateau. Il me semble, ouais. Je sais pas s'ils sont un pour un, mais je sais que le jeu vidéo de base a des mécaniques de déplacement, de points d'action, de cartes que tu pioches ou que tu joues, etc. Et il y a une version de plateau qui est arrivée. Exact. Il y a beaucoup de jeux de cartes aussi, des roguelites qui se basent sur le principe des jeux de cartes, où on commence avec des cartes de base, et puis on gagne des cartes, on change son C'est deck. ça, comme Slay the Spire, par exemple. Voilà, il y en a plein. Il y en a un avec des trains et des monstres, il y en a un avec des vampires. Oui. Il y en a avec je connais pas des tous les animaux noms. anthropomorphiques. Mais voilà, si on regarde sur Steam, il y a au moins 60 jeux qui ont l'air pareils au niveau de l'interface avec des cartes en bas qu'on choisit et des monstres au-dessus avec des chiffres. Quelque chose de assez commun. C'est ça. Je vais revenir du coup sur d'autres projets de TCG et sur Altered qui combinent la partie on va dire informatique et la partie physique. Il y a un jeu qui a été tenté d'être fait par des gens de Marseille, je crois, dans les années 2000-2010, qui s'appelait Drakers. Et en fait, c'était des boosters de cartes avec des dragons. T'as connu ça ? Je crois que je les ai rencontrés dans un salon. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de phases de teasing un peu de projet. Le projet a été lancé, il y a eu des ventes, et après ça a disparu. Ouais. Donc le principe, c'est qu'on joue chez soi avec sa webcam qui filme une table. Et physiquement, en mettant la carte sur la table, il y a le monstre qui apparaît. Donc c'est un peu ce qu'on a tous rêvé en voyant Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dans l'animé, ils sont là, ils prennent leur carte, ils font « Je mets mon dragon !» Et paf, le dragon arrive. Et là, ils l'ont fait. Donc ils utilisent la reconnaissance d'image pour détecter la carte. Et pareil, on peut poser son dragon. Et pareil, quand on attaque, on prend la carte, on la déplace, on la met en face. On la réalité augmentée, du coup. Tout à fait. Donc tu vois pas à travers un masque. Tu es vraiment en train de suivre à l'écran. Mais le principe, c'est que tu fais ton petit setup chez toi où tu te mets à deux. Avec un écran pour voir l'image et un écran pour la table pour faire tout ça. Il fallait avoir une bonne webcam parce que ça marchait pas spécialement bien. Voilà, les webcams n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Hein. Et fallait quand même être physiquement à côté de l'autre personne. Donc du coup, c'était un projet qui avait des bonnes idées, mais ça n'a pas trouvé son public. Mais malheureusement, ouais. Le jeu est encore sur Steam. Donc, si tu as encore des cartes, je crois que tu peux y jouer avec un voisin, mais sinon ça se vend plus, ça n'a pas trop marché. Et donc l'autre projet que j'avais parlé au début, qui c'est Altered TCG. Alors, je sais pas si on a le... Ouais. Donc le principe, c'est que toutes les cartes ont un QR code dessus. Ok. Et ils ont fait un petit peu un système, alors on va pas utiliser le terme NFT, mais c'est quasiment pareil. Le principe, c'est quand tu obtiens dans ton booster ta carte, qu'elle soit rare ou super rare ou peu importe, mais en fait tu la scannes et elle est ajoutée à ta collection numérique. C'est-à-dire que tu possèdes cette carte sur ton compte électronique. D'accord. Et ce qui va derrière ça, c'est qu'en fait tu peux faire imprimer tes cartes. Donc si ta carte tu la perds, tu peux dire je passe une commande, la carte je la possède électroniquement, je peux demander à ce qu'ils me la réimpriment et je la reçois chez moi. C'est pas déconnant. Et ils ont fait ça aussi par exemple pour les foils. Donc il n'y a pas de foil dans les boosters, mais dans les boosters tu as une petite carte à côté
Là, on en voit une argentée, une bleue et une jaune, qui permet de rendre foil la carte de ton choix. Donc là, on arrive un petit peu dans le truc où sur Magic, s'il y a une carte que j'aime bien et que je la veux en foil, il faut que j'ai la chance de tomber dessus. C'est ça. Alors que là, on change déjà un petit peu les habitudes. Et tu choisis toi-même quelle carte tu vas avoir en foil et quelle carte tu veux pas avoir en foil. Donc là, ça bascule déjà un petit peu le système. Il me semble que Magic Arena, il me semble qu'il y a une méca comme ça pour avoir des cartes. Il y avait un système au début où il proposait aux gens que quand tu avais une collection complète, tu pouvais demander à ce qu'elle soit supprimée de ton compte et la recevoir en physique sur Magic Online. Ouais, mais sur MTGA, si on veut une carte spécifique, en fait, on a soit des cartes normales. Oui, tu peux, mais elle reste virtuelle. Ouais, ça reste virtuel, mais Là, soit on a ces genres de choses rare, common et unique, et on peut récupérer plus facilement des cartes qu'on n'a pas. Tu as un équivalent de crédit. Et alors, je sais pas si tu peux remonter à la deuxième slide tout en haut qu'on avait sauté. Donc, Altered TCG, du coup, c'est un nouveau projet. Avec des cartes et le principe c'est qu'ils font des cartes avec des variantes. C'est-à-dire que toutes les cartes existent en commune, donc tu as des personnages, et les personnages, ils ont pris un peu un univers qui est à la fois original et à la fois classique. C'est qu'on retrouve pas mal de personnages qui sont issus de mythologie ou de contes et légendes. Par exemple, là en haut, on a les 3 petits cochons qui sont constructeurs en bâtiment, et on a Atlas, donc le dieu grec ou romain, je ne suis pas sûr. Quelqu'un va me corriger. Donc Atlas, qui est un géant qui conquiert le monde. Et du coup, on a nos cartes là. Et du coup, il y a déjà fait une version avec des statistiques de base. Une version rare qui est un peu plus forte, avec un truc amélioré. Et une version qui est cross-faction. Parce que c'est un jeu avec 6 couleurs, un peu comme un Magic où on a nos 5 couleurs, les plaines, les îles, les montagnes, les forêts, etc. Et là, du coup, on se retrouve, le petit cochon qui normalement est une carte marron, et elle existe aussi en rouge. Donc je peux jouer dans mon deck rouge en rentrant des petits cochons qui normalement sont une carte marron. Donc on a ça un petit peu d'original. Et ils font aussi du coup des cartes uniques où là par contre c'est des stats qui sont mélangées aléatoirement entre elles. Et cette carte là dans cette combinaison de capacités n'existe qu'en x1. Donc il y a un joueur dans le monde qui a celle-là. Ah d'accord. Et c'est tout. Mais l'intérêt d'avoir ce système de print, c'est que vu que ma collection est électronique, si moi en France je l'ai et que je veux la vendre à quelqu'un aux US, via le site, je vais lui vendre électroniquement, et lui, il va dire, je vais la faire imprimer et je vais la recevoir livrée aux US. D'accord. Donc c'est pas comme les jeux de cartes classiques où je dois, notamment des sites de vente, je fais une vente de particulier, je dois prendre ma carte en carton, je la protège bien avec du plastique, du scotch, etc. Je la mets dans une enveloppe, je l'envoie dans un autre pays, donc je me mange des frais de port, etc. Et du coup, toute cette économie de marché parallèle, elle est remplacée par ce nouveau système. C'est plutôt intéressant. Ouais. Donc on paye toujours l'impression et les frais de port, mais on les paye directement aux gens qui s'occupent du jeu. Et on laisse ça chez soi. La grande question qu'on se pose, c'est combien de temps ça va mettre à arriver. Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. S'il y a trop de succès, ça pourrait être long, et on n'espère pas trop. J'avoue. Et du coup, le système de jeu est comme un Magic, du coup, où je vois qu'il y a pas mal de ressources et tout. Alors, le système est vraiment complètement différent. Le principe, c'est qu'on commence avec nos 2 pions à chaque extrémité d'un plateau, qui comporte 6 cases. Ouais. Et donc, le but est d'avancer 6 fois, en remportant 6 duels. Le principe, c'est qu'on a une zone de jeu à droite, une zone de jeu à gauche. Et on voit sur chaque carte, il y a 3 couleurs. La couleur verte, la couleur orange, la couleur bleue. Et en fait, on va faire son total de points de chaque couleur. Et suivant le terrain qui est derrière, on va faire les majorités. Donc si j'ai plus de points que toi, mon pion peut avancer. D'accord. Si tu as plus de pions que moi, ton pion avance. Si on a autant de points, qu'il y a égalité, il n'y a pas de majorité, les pions n'avancent pas. Et donc après, il y a plein d'effets qui vont manipuler des nombres en plus, bouger des personnages, les rajouter, les renlever. Et comme ça au fur et à mesure. Et pareil, on a une courbe de mana qui est un peu en Hearthstone. À chaque tour, on peut avoir une ressource de plus. Donc au début, on va jouer des cartes qui coûtent 3. Après, on pourra jouer des 4, des 5, des 6. Donc ça se joue en max 6-7 tours, on va dire. C'est pas un jeu très long comme un vrai Magic ou l'Arcana qui est sorti il y a pas longtemps, où là, tu fais vraiment des parties de 30 minutes, voire plus. Là, c'est vraiment des parties beaucoup plus courtes. Bon, moi, j'ai juste fait quelques parties avec les decks de démo. Mais voilà, tu joues 6 tours et... tu joues à tour de rôle les cartes, donc généralement les tours sont pas si longs que ça non plus. D'accord. Donc ça reste un jeu quand même vraiment un peu plus rapide qu'un TCG classique. Voilà. Donc je sais pas si tu as... Ok, non, ça a l'air... c'est vrai que ça a l'air très original par rapport... Ouais, voilà. Donc là, ils sont en plein Kickstarter, donc il y a tous les stretch goals qui se débloquent. Donc là, le palier minimum pour lancer le jeu,
s'est fait exploser genre en 5 secondes quand ils ont ouvert Ouais, le Kickstarter, d'accord. parce que tout le monde attendait déjà. En même temps, ils commencent aussi à faire des tournées un peu en France où il y a des démonstrateurs qui viennent présenter le jeu. Donc il y en a à Lyon le 10 février, mais c'est plein. Donc c'est pas la Ok, peine. de toute façon, je suis Donc pas voilà, là. il y a sur le site, si vous y allez, vous pouvez regarder en France est-ce qu'il y a des boutiques par loin de chez vous qui font des démos. S'il reste de la place, vous pouvez y aller, puis ils vous montrent un petit ça. Et vous gagnez une carte promo aussi, Ok, d'accord. participant à la démo. Donc moi j'ai fait une petite démo, même si je connais déjà un peu le jeu, mais j'aurai la carte promo. Donc voilà, donc le jeu en même temps il est sur Board Game Arena pour un mois, donc il y a les sites de démo. Donc si vous avez un compte premium, vous pouvez lancer des parties. Si vous avez un compte normal, vous pouvez rejoindre des parties pour tester un petit peu de jeu. Et puis bah, ça va sortir en vrai cet été, courant juin. D'accord. Donc on verra tout ça un petit peu ce que ça donne. Émission non sponsor, hein. Voilà. Tiens à le dire. Hein. Achetez-en si vous voulez. Après, moi, je ne force personne. J'ai gardé aussi quelques petites infos. Je ne sais pas si on peut en parler sur l'aspect carte de collection. Parce que là, du coup, on a vu qu'on se retrouvait avec des cartes uniques. Et ben, on avait cette partie numérique qui disait que mon compte possède la carte. C'est ça. Ce problème de carte, il y a souvent des fausses cartes. Donc, quand on voit les TCG, on se trouve souvent des gens sur AliExpress, on trouve des cartes à 3 €, alors que la carte en vrai, elle se vend 300. Donc, c'est un peu compliqué de voir les cartes. Ouais, là, le c'est fait vrai. d'avoir une carte électronique, on a aussi ce problème-là qui disparaît. Et en même temps qu'il y a des cartes de collection, moi, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que je ne savais pas, c'est qu'on a des cartes de collection de à peu près tout et n'importe quoi. Ah oui. Il y a notamment une boîte qui s'appelle Cryptozoic Entertainment qui font des cartes à collection et leur principe, eux, c'est qu'ils achètent les droits de séries télé. Donc on se retrouve avec des boosters de cartes à collectionner de The Walking Dead, Big Bang Theory, choses comme ça. Ok, d'accord. Et le principe, c'est qu'ils font la même chose que ce que d'autres gens font avec les cartes de sport, c'est qu'ils mettent des mémorabilia dans la carte. Donc là, par exemple, on voit 2 exemples sur la gauche où on a des morceaux de vêtements qui ont vraiment servi pendant la série télé sur le costume. Ok, d'accord. On voit que là, c'est la chemise de Rick de Walking Dead. T'as un petit bout de la chemise qui est là. Donc ça, ils le font déjà depuis des années sur les cartes de sport, sur les baskets. Sur le basket, tu peux avoir un morceau du maillot de LeBron James qu'il a porté pendant tel match, etc. Et du coup, le principe, c'est qu'il récupère des anciens maillots et il les découpe. Et du coup, là, tu as aussi un petit aspect unique, parce que même s'il y a 100 cartes avec des morceaux du maillot de LeBron James, t'as pas toujours le même morceau. Donc là, là je crois qu'on voit peut-être en bas un bout du S de James, a priori. Peut-être un bout du numéro qui va être le 2 ou le 3. Et du coup, ces 2 cartes-là ont physiquement les mêmes attraits qu'un NFT électronique. Parce que le principe, c'est que la carte, même si tu as 10 cartes LeBron James, chacune est unique. Donc tu dis, moi je possède la numéro 3 avec le bout du chiffre, toi tu possèdes la numéro 2 avec le bout du chiffre. Et on a 4 comme ça. On a pareil les cartes autographiées. Généralement, là, c'est plus le concept d'avoir une carte qui est en nombre d'exemplaires limité. Et donc là, par exemple, on a une carte de Scottie Pippen, qui était le classique. Maintenant, on commence à avoir des cartes avec d'autres sportifs, par exemple Lewis Hamilton pour la Formule 1, qui sont signés. Et là, ils font des variantes où t'en as une qui existe en x1 dans le monde. Donc le Lewis Hamilton 1, le super foil doré qui est en bas à droite, il a été vendu, je crois, 600 000 $. Ah oui, quand même. Sur le marché, sur le second marché. Magic, ils ont fait la même chose depuis les quelques sets là. Il y a les anneaux uniques. Ils font des cartes sérialisées. Donc généralement, c'est plus des tirages qui sont dans les 300-500 et chacune est numérotée. Donc le 1 sur 500, il n'y en a qu'une. 2 sur 500, il n'y en a que 2. Et donc là, pareil, tu peux dire peut-être que la carte numéro 69, elle est plus populaire que la carte 81. Donc la valeur d'une même carte, qui pourtant est censée être indifférente, change. Et de la même manière, on a eu, là, ça fait, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, peut-être même moins. C'est ça. Ils ont fait une carte qui était dans cette version spécifique uniquement x1, l'anneau unique, donc la thématique. Oui, logique. Et cette carte a été rachetée par le rappeur Post Malone pour plusieurs millions de $. Enfin, Ah ouais, d'accord. Il a un peu craqué. Oui, il s'est dit, je la veux vraiment. Ouais. J'aligne. Voilà, un peu comme Logan Paul qui a voulu avoir son Dracaufeu PSA 10 autour d'une chaîne. Ouais, bon. Pour lui. Voilà. Quoi. Et donc en même temps qu'on a eu des cartes comme ça, pour revenir à l'autre slide avec le basket, le site de la NBA, ils se sont lancés dans les NFT. Donc je sais que les NFT c'est assez critiqué parce que la partie blockchain derrière est assez catastrophique de manière écologique. On va plus parler du côté vraiment collection. Donc le principe c'est qu'ils ont dit, c'est bien actuellement on fait des cartes de basket avec des photos.
et on a une jolie photo, soit d'un joueur, mais souvent c'est des photos pendant qu'il marque un panier précis. Et en fait, eux, ils se sont dit, on va exploiter le filon, on va prendre au fur et à mesure des saisons de basket les moments forts des parties. Donc on dit, hop, à tel moment, il y a tel joueur qui a fait un contre d'un autre joueur à la dernière minute du match où c'est décisif. Et en fait, ils prennent ces petits éléments-là, ils en font des petites vidéos et ils te les vendent dans des boosters numériques. Donc tu vas sur ton compte. Ah ouais, Donc c'est d'accord. pas si cher que ça. Genre un truc commun, c'est $12. Ça reste quand même. Mais voilà, pour $12, tu dis, je possède un des exemplaires du panier marqué par machin lors du match à tel endroit, etc. Donc ils ont une plateforme et régulièrement ils en mettent. Un poil abusé. Et il y a vraiment la notion de, c'est des quantités assez petites. Donc même si c'est pas forcément intéressant, le fait qu'il y en ait peu, ça motive certaines personnes à les acheter et à avoir des versions uniques. Donc là, ils gardent le même principe. Le même panier, par exemple, tu peux l'avoir en version basique, il y en a, 3000. Tu l'as en version argentée, il y en a que 100. Et tu l'as en version dorée, il y en a 5. Donc si tu veux collectionner les cartes dorées, tu peux les avoir. Steam faisait déjà ça avec leurs Steam Cards, Oui. qui par contre servaient juste à avoir des petits badges sur ton compte. Mais le simple fait de jouer un jeu, t'obtiens 3-10 cartes. Ouais, tu peux les revendre pour d'un des jeu, points et tout. Enfin, il y a voilà. quand même c'est minime, mais t'as quand même moyen de récupérer un peu Voilà. d'argent dessus. Après, il y a le petit côté addictif. Tu dis, les cartes, j'en ai 6. Ah, c'est ça. Si j'ai les 8 différentes, Ouais. je peux Ouais. passer au niveau d'au-dessus. Ça Ouais. me fait des points. J'ai un Ça, petit avatar à mettre sur t'arrives mon à compte. récupérer que certains moments très spécifiques du jeu. Enfin, c'est. Donc voilà. Donc Ouais, il y a une ça économie existe. où on met de l'argent. Alors après, effectivement, Steam, c'est entièrement Steam qui gère. Donc du coup, c'est stocké chez eux de manière classique. Donc C'est c'est ça. beaucoup moins coûteux de manière écologique. La blockchain a les avantages de permettre de les vendre directement. Mais il y a tout ce qui va derrière qui est pas cool. Et donc du coup, ces trucs de la NBA, en même temps qu'ils font leur NFT, ils ont aussi utilisé l'autre aspect des NFT que tout le monde oublie. Parce que les NFT, le truc qui a marché et qu'on retient, c'est des avatars de singes photos qu'on met, qui sert à rien. Mais la base des NFT, c'est avant tout de pouvoir prouver qu'on possède quelque chose. Et ce qu'ils ont fait au niveau de la NBA, c'est que tu peux acheter, bon là ça se réserve aux membres qui ont vraiment de l'argent, je crois que c'est à peu près entre 300 et 600 000 $. Ah oui, quand même. Tu achètes un NFT de ton équipe. Donc là, on voit Boston, le deuxième au milieu. Mais par Ouais. contre, le fait de posséder ce NFT-là, tu dis c'est le tien, et ben en fait, c'est l'équivalent de ta super carte VIP. Donc c'est comme les gens qui ont des cartes de club premium, de casino, etc. Ouais. Et le truc, c'est que si tu peux prouver que c'est toi qui possèdes ce truc-là, et ben tu peux physiquement aller au match de l'équipe de Boston. Et tu as accès au carré VIP, zone avec les petits fours, le champagne Ouais, et tout. ok, d'accord. Ouais. On t'accueille, voilà. Donc c'est vraiment comme on a des abonnements de clubs de foot. Il y a des gens qui prennent des abonnements à l'OL et ils peuvent accéder au match de l'OL, mais c'est des versions normales. Là, tu as des versions premium. Du coup, oui, tu as lâché beaucoup d'argent, mais tu peux aller pendant toute une saison ou pendant 5 ans voir tous les matchs Mais bon. qui sont Oui. dedans. Sachant qu'une fois que tu l'as acheté, tu peux le revendre. Oui, Donc en plus, techniquement, ouais. toi, tu as accès au match. Si finalement tu veux récupérer ton argent, tu peux le revendre. Peut-être tu vas le revendre plus cher, tu vas le revendre moins cher. Ou tes spéculations est moins important s'il y a vraiment un aspect physique derrière. Si Ouais. c'est juste le posséder pour le posséder, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est là que du coup, Altered, le fait d'avoir la carte, si tu l'achètes, c'est-à-dire que tu peux la jouer en tournoi. Donc c'est pas juste je l'achète pour la revendre ou je l'achète pour en avoir plein. Oui, voilà. Il y a vraiment un côté, le lien entre l'asset numérique que tu possèdes et ce que tu vas pouvoir faire. Bien sûr. Et il y a un dernier cas de NFT que je voulais citer, qui reste un peu aussi, là, plus du tout dans la collection, c'en est cartes. Mais vous l'avez vu, probablement, en faisant vos courses, sans vraiment le savoir. En France, il y a 3 ans, Ok. il y a Carrefour qui a lancé un projet de blockchain. Donc la What? blockchain, on va pas revenir dans les détails, mais le principe, c'est qu'on stocke des infos et tout le monde ne peut pas écrire dedans. Du coup, tout le monde ne peut pas écrire n'importe comment. Et donc, effectivement, si tu fais une blockchain qui est ouverte au monde entier, ce qui est le cas des cryptos comme le Bitcoin, c'est n'importe quoi. Mais par contre, si tu fais une blockchain où il n'y a que peu de personnes dedans, tu n'as pas tous ces problèmes d'échelle. Parce que du coup, il n'y a pas de concurrence pour écrire. Et en fait, en France, ils ont lancé ça pour la filière du poulet. Voilà. Donc ça, c'est le What? poulet fermier d'Auvergne, appellation Label Rouge. Donc quand vous achetez votre poulet, donc là, c'est un poulet de Carrefour. Il y a un petit QR code dessus que je pense personne n'a vu, à part les gens qui travaillent là-dedans. Et le principe, c'est en fait, en scannant votre petit QR code, vous pouvez voir la vie de votre poulet.
Et donc le principe, pourquoi est-ce qu'il y a une blockchain, c'est qu'en fait, il n'y a que les personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation du poulet qui peuvent stocker les infos. Par exemple, moi, je suis éleveur de poulets, Ouais. je fais partie de ce groupe Carrefour, et ben quand je élève mes poulets, et ben je vais noter que bah voilà, j'ai une série de poulets qui sont nés tel jour, et j'en avais tant, etc. Et donc je vais inscrire dans ce registre que bah, j'ai élevé des poulets. Après mon poulet il va grandir, puis quelques temps après, le poulet il va aller à l'abattoir. Et donc là, l'abattoir dans lequel mon poulet a été abattu, bah pareil, il va faire une traçabilité, il va dire bah ce poulet-là, il a été abattu tel jour, de telle manière, avec telles conditions, etc. Jusqu'à la condition d'arriver au poulet dans ton supermarché. Donc quand tu prends ton poulet au supermarché, tu as une vraie traçabilité. Et donc c'est juste qu'au lieu d'avoir juste un gars qui dit je vous assure, on l'a fait. Là, il y a un peu de technologie derrière qui fait que tu ne peux pas revenir en arrière. D'accord. Donc si quelqu'un il te dit que le poulet que tu as acheté, il a été tué tel jour, il ne peut pas mentir. En fait. Ça sert à prouver et pouvoir certifier qu'il est là. Pareil, on a eu beaucoup de scandales des barquettes Findus où la viande de Oui. cheval, enfin la viande de bœuf était en fait du cheval qui venait de je sais pas quel pays au lieu d'être de la viande française. Je me souviens. Ouais. Donc voilà, on peut avoir ces systèmes-là. Donc du coup, là, on s'en fout de à qui ça appartient. Mais par contre, ça permet de certifier que un poulet bio, par exemple, a bien été fait par un éleveur bio. Et pas Ok. juste quelqu'un, il a acheté un poulet pas bio, hop, il a mis un sticker bio dessus et basta. Donc voilà, donc ça existe pour le poulet label rouge. Donc si vous achetez du poulet label rouge, vous pouvez le scanner. Et puis vous pourrez voir exactement où est-ce que votre poulet est passé. Ok. Donc là, on n'est plus du tout dans le jeu, mais on a ce petit aspect de voilà que. Et pareil, chaque poulet est. Bon, alors, je sais pas s'il est unique, mais au moins on sait exactement par où il est passé. Même si tu as une société qui fabrique des plats avec des poulets qui viennent de plein d'éleveurs, ils savent que le plat que tu as acheté toi, c'est ce poulet-là. Bah, techniquement, si le poulet il est unique, parce que du coup. Alors On va oui, dire, mais je pense que quand ils ont une cage avec 8 poulets dedans, c'est les 8 qui ont la même traçabilité. C'est pas. Ouais, c'est possible. Il y avait aussi des débats, je sais plus si c'était pour les véganes, où ils disaient qu'ils donnaient des prénoms à ta viande. Ok. Tu veux réagir? Non, il y avait, je crois, des groupes véganes qui avaient dit, qui avaient fait des trucs de la viande ou disant que la vache s'appelait Marguerite ou qu'elle s'appelait. Faut lui donner des Ça me dit prénoms rien. à ton steak pour te culpabiliser que derrière c'est un animal. Ça ne me dit rien, moi, de mon côté. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire au niveau de la techno. Donc là, on a vu Altered qui va du coup changer un peu des mécaniques en utilisant la technologie. Donc des fois ça sert au niveau des mécaniques du jeu comme on a vu. Ouais. Des fois ça apporte des choses en plus. Là on a vu la partie vente, la partie échange, la partie carte unique que tu peux quand même échanger avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc voilà, D'accord, ouais. on se demande qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'on va avoir des choses avec de la VR? Est-ce qu'on va avoir des choses... Bah, je pense que la VR, ouais, potentiellement, on a bien vu Keep Talking and Nobody Explode, par exemple, où c'est mi-jeu de plateau, mi-jeu PC, parce que du coup, le plus intéressant, c'est d'avoir le manuel de désamorçage de la bombe En physique, ouais. en physique, et il y a une personne qui a accès à la bombe. Il existe en version PC, mais il existe aussi en version VR, donc peut-être éventuellement avoir des jeux comme ça qui vont reprendre Il y a cette idée. pas mal de crossover aussi. Moi, j'en ai vu un que j'ai pas eu l'occasion de tester qui s'appelle Acorn sur Steam, qui est un jeu multi qui se joue moitié en VR, moitié en mobile. Le principe, D'accord. c'est qu'il y a un joueur en VR qui joue un gros arbre qui est au milieu de la carte qui tape tout le monde. Et les joueurs mobiles jouent chacun un écureuil. Donc en fait, tu as un jeu mobile où tu déplaces ton écureuil et tu dois attaquer l'arbre, Ah, d'accord. ramasser, lancer des glands. Et du coup, tu joues à X écureuils contre un arbre en VR. Donc, il mélange les deux univers en même temps et fait un petit peu des jeux hybrides. D'accord, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. voilà. Ouais. On verra plus tard s'il y a d'autres projets qui mélangent matériel physique et matériel électronique.